Salut les amis, content de vous retrouver. Une question à laquelle on ne répond pas toujours et que vous m'avez posée sur les commentaires, c'est qu'est-ce que c'est la graisse? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Bon, suivez bien parce que je vais vous faire la graisse au début et ensuite tout à la fin, les filles, ouais, j'assume ça, je parlerai de la cellulite. Contrairement à une idée largement répandue, on peut la comparer quasiment à un organe au même titre que le poumon, que le cœur et qu'un foie. C'est une zone molle qu'on peut attraper entre nos deux doigts et en réalité c'est un tissu vivant. Pourquoi? Parce qu'elle sécrète des hormones, elle subit des modifications tout au long de la vie, elle va varier d'un individu à un autre et je vais vous donner tout de suite les valeurs répertoriées des différents taux de graisse selon les individus. Tchac! On va comparer les femmes et les hommes, les amis. Ce que j'appelle le minimum vital, c'est ce qu'il faut avoir au minimum pour ne pas prendre de risques. Pour les femmes, ce minimum vital, il est entre 10 et 13%. Assez curieusement, chez les hommes, il sera entre 2 et 5%. Si je suis athlétique, eh bien je vais avoir un peu plus de graisse. Une femme athlétique, elle aura entre 14 et 20% de graisse. Un homme athlétique, bah ouais, désolé, hein, c'est entre 6 et 13%. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Après, si je suis en forme, on va dire un peu rond, 21-24% chez les femmes, toujours moins chez les hommes, 14-17%, mais vous avez vu, ça se resserre. Et ensuite, pour les personnes moyennement fortes, pas à la limite de l'obésité, quoi, mais bien corpulente, et ben chez les femmes, on sera entre 25 et 31% de graisse, et chez les hommes, entre 18 et 24% de graisse. Alors maintenant, si on passe chez les obèses, on sera à 32% chez les femmes, ou plus, et 25% ou plus chez les hommes. On ne peut pas dire qu'il y a un bon taux de gras à proprement parler, parce que ça dépend réellement de votre âge, de l'activité, des disciplines que vous pratiquez. Et on considère en définitive qu'en moyenne, on devrait posséder un taux de graisse de 15 à 30% chez les femmes et de 10 à 25% chez les hommes. Ouais, ça vous laisse une large amplitude. Contrairement à ce qu'on peut penser, elle a une véritable utilité. C'est une réserve énergétique. Dans le passé, quand il y avait des périodes de famine, pour délivrer les calories nécessaires à la survie. Elle est également un des moteurs principaux de la cicatrisation. S'il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de cicatrisation. Les cellules qui composent le tissu graisseux, ça c'est pour votre instruction, ça s'appelle les adipocytes. Ce sont de grosses cellules, 6 à 10 fois plus grandes que les cellules habituelles de l'organisme, et ces cellules contiennent à l'intérieur des lipides. Une fois que vous avez fini votre repas, le sucre et les lipides d'origine alimentaire, ils vont circuler dans le sang et ils vont rentrer dans les adipocytes pour les transformer en graisse. Ainsi, en cas de déséquilibre alimentaire, quand on mange plus que ce qu'on dépense, la taille des adipocytes augmente, le poids également, et donc nous grossissons. Au moment d'un régime ou même d'un exercice physique, pour compenser la dépense d'énergie, les adipocytes, ils vont être utiles parce qu'ils vont libérer leur stock pour être utilisés par les autres cellules comme un carburant. Le volume des adipocytes a diminué, le poids également, nous maigrissons. Pendant longtemps, on a cru que notre stock d'adipocytes était défini pendant notre enfance et notre adolescence. On pensait alors que l'adipocyte, c'était une cellule, elle grossissait, elle maigrissait, il n'y avait jamais aucune variation de leur nombre. Mais c'est une hypothèse fausse parce que l'apparition de nouvelles cellules adipocytes, elle peut survenir tout au long de la vie. Par exemple, c'est un phénomène hyper fréquent au moment de la grossesse, mais aussi à plein d'autres dates hormonales, par exemple la ménopause, les prises de médicaments, mais aussi malheureusement les cures amaigrissantes à répétition. Après l'apparition des nouvelles petites cellules, même en cas de cure d'amaigrissement, elles ne disparaissent pas. C'est ça l'intérêt, quand on vous parle des régimes yo-yo, de ne pas démultiplier le nombre de cures d'amaigrissement. En fait, ces nouvelles petites cellules, elles existent déjà dans notre corps sans être définies comme des cellules de graisse. Elles vont devenir des cellules de graisse au moment où il y a trop de graisse qui circule pour pouvoir être un espace de stockage supplémentaire. La part de la génétique dans les affaires de poids, elle réside dans le nombre de cellules de graisse qui sont présentes dans le corps depuis la naissance jusqu'à la fin de la grande adolescence. Mais on voit bien que les événements de la vie, en raison de l'existence de ces petites cellules qui peuvent se changer pour devenir des cellules de graisse, elle permet à chacun d'entre nous d'augmenter son capital de stockage. C'est pour ça que ça explique que même mince à l'adolescence, on peut par la suite développer un surpoids ou une obésité qui va être peut-être difficile à contrôler. Mais ça explique aussi
combien lorsqu'on a une génétique moins favorable, il y a plus de risques de développer une obésité ou un surpoids. Il y a vraiment une super différence entre les hommes et les femmes au niveau de la composition corporelle. Une femme, de façon physiologique normale, elle est naturellement 2 fois plus grasse qu'un homme. C'est la notion de différenciation sexuelle. La disposition de la graisse, elle va se situer essentiellement à ce moment-là dans la partie basse du corps, le bas-ventre, les fesses, les hanches et les cuisses, pas les cuisses, ce qui en fait une différenciation sexuelle. Chez un homme, la graisse, elle se concentre surtout sur la partie haute du corps, depuis l'abdomen jusqu'à la nuque. Généralement, je précise qu'il s'agit d'une moyenne. L'apparition d'un surpoids ou d'une obésité, elle se manifeste exactement de la même façon. L'homme va grossir en général du haut du corps, en général, et la femme du bas du corps. Voilà pourquoi on appelle l'obésité du bas du corps gynoïde et l'obésité du haut du corps, on l'appelle androïde. C'est une définition qui a été super utile pour apprécier l'état de santé. Bien sûr, plus gros nous sommes, plus grands sont les risques de santé. Mais la localisation de la graisse, ça reste quand même l'outil principal pour définir la dangerosité d'un surpoids ou d'une obésité. Ainsi, un homme qui aurait une disposition de la graisse comparable à celle d'une femme est moins à risque. Et inversement, une femme qui a une augmentation dédiée vers le haut du corps, elle est plus à risque. La raison, elle est simple, elle réside dans le fait que la graisse qui est située au niveau du haut du corps et dans l'abdomen, donc sur cette zone-là, elle se trouve au contact des organes les plus nobles, le foie, le pancréas, l'estomac, le cœur, tout ce qu'on veut. Mais cette graisse présente au contact des organes, elle est vachement plus intéressante parce qu'elle se libère plus rapidement que les autres graisses. Et inversement, quand elle se libère dans le circuit sanguin, là, elle pose un problème puisqu'elle perturbe le fonctionnement du foie et notamment l'action de l'insuline. En avoir un peu est très utile, en avoir trop, ça devient dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est plus difficile de perdre la graisse située au niveau des membres ou des fesses, parce qu'elle se libère que plus tardivement. C'est toute la difficulté des gens qui ont des culottes de cheval ou une graisse périphérique très importante, pour lesquels seul un temps long de régime sera efficace afin d'éliminer ces zones qui sont celles qui vont torturer la plupart du temps les femmes. Mais pourquoi une jeune fille avant la puberté peut avoir une disposition harmonieuse de la graisse et qui brutalement va changer au moment de cet épisode? Vous ne connaissez pas la réponse. La réponse, elle réside dans l'intervention des hormones sexuelles. Les hormones sexuelles féminines, elles interviennent essentiellement au niveau des cuisses et des hanches. Elles vont provoquer la multiplication de ces petites cellules qui vont former plus tard les grosses cellules, les adipocytes, les cellules de graisse. Et une fois constituées, la disposition de la graisse, elle ne changera pas jusqu'à la ménopause. Et à ce moment-là, la diminution de la sécrétion des hormones, les hormones diminuent, ça efface le caractère spécifique de la disposition de la graisse. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une diminution des zones graisseuses sur les cuisses et sur les fesses, et il va y avoir une répartition plus importante au niveau de l'abdomen. Vous savez, ce petit coussin qui hante les femmes au moment de la ménopause, sous le nombril. Et assez curieusement, plus une femme est forte, et plus elle va conserver une disposition gynoïde de sa graisse. Pourquoi? Parce que le tissu graisseux, écoutez bien mesdames, il a pour particularité de pouvoir transformer d'autres hormones en hormones féminines qui vont ainsi prendre le relais des ovaires qui ne sécrètent plus. Et donc, plus il y a de graisse, plus il y aura d'hormones féminines. A l'inverse, chez l'homme, les androgènes empêchent la formation des adipocytes. C'est donc le rapport entre hormones sexuelles mâles et femelles qui influence réellement la localisation de la graisse. C'est un phénomène assez rapide à observer chez les athlètes. Regardez ceux qui sont dopés avec de la testostérone. La génétique, elle intervient aussi, puisque la définition des différents taux d'hormones, elle est responsable de la définition de la silhouette. Alors on va comprendre comme ça l'intérêt de l'activité physique, parce qu'elle mobilise plus rapidement la graisse abdominale et elle permet de réduire le risque sur la santé. La présence de la graisse, elle débute dès la grossesse chez le fœtus. À la fin du 3e mois, elle atteint 17% du poids de l'enfant qui va naître, et puis elle va doubler après la puberté. Les enfants des deux sexes ont une définition de la disposition de la graisse identique, et c'est seulement à la puberté que la graisse corporelle va diminuer de moitié dans la partie inférieure du corps de ce petit garçon, contrairement à la petite fille. Cette graisse, elle reste pour la plupart des espèces le seul système possible pour stocker des calories et les délivrer en cas de besoin, notamment en cas d'absence de nourriture. On peut donc dire que la graisse a permis à l'humanité de survivre à la plupart des catastrophes. La nature est bien faite puisqu'en choisissant la graisse plutôt que le sucre comme système de réserve, ça permet d'occuper un moindre espace pour stocker un maximum de calories. Parce que si 1 gramme de sucre ça vaut 4 calories, 1 gramme de graisse ça vaut 9 calories. Un homme de 80 kg, il possède une réserve
de plus de 100 000 calories sous forme de graisse, c'est-à-dire l'équivalent de 50 jours de privation alimentaire. Et notre espèce, elle a choisi, contrairement à d'autres espèces, de stocker la graisse dans le tissu adipeux au lieu du foie, contrairement par exemple aux animaux à sang froid, les poissons et les reptiles. Mais comme l'homme est un animal à sang chaud, ouais, il lui faut une température corporelle constante et c'est le tissu adipeux, en stockant les calories qui va lui permettre de les distribuer selon les besoins. Le monde animal, il fournit des exemples super exemplaires. Par exemple, je vous donne un exemple, quand les manchots empereurs ils vont se réfugier sur Terre pour couver leurs œufs, ils vont arrêter de manger, ils vont utiliser leur stock de graisse pour couvrir leurs besoins. Dès que le stock diminue trop, quel que soit le stade de leur couvage, ils repartent immédiatement pour pouvoir s'alimenter et reconstituer les stocks afin d'éviter de mourir. Le terme cellulite, et en fait c'est un terme spécifiquement français, il y a au point qu'aucune autre langue n'a d'équivalent. En fait, qu'est-ce qui décrit le terme cellulite? Il décrit l'accentuation du tissu adipeux, essentiellement au niveau des hanches, des cuisses, des fesses, avec un aspect que l'on a appelé, très joli, capiton ou peau d'orange, comme si l'aspect de la cuisse était en quelque sorte gaufré. Sur le plan purement anatomique, la graisse des hanches et des cuisses chez la femme, elle est disposée sous forme de cloisons parallèles entre elles et perpendiculaires à la peau. En fait, ce qu'on observe, c'est l'apparition sous la surface de la peau des compartiments graisseux quand ils sont trop volumineux. Alors une peau, quand vous avez une peau mince et une graisse épaisse, c'est un facteur favorable. Les hommes d'ailleurs n'ont que très rarement de la cellulite car la graisse chez eux n'est pas cloisonnée. Elle peut glisser et elle va s'étaler plus facilement sous la peau. Pour essayer de la faire disparaître, il y a plein de systèmes sur le marché. Alors bien sûr, en premier lieu, on a les crèmes amincissantes qui bénéficient chaque année d'une grosse publicité saisonnière. Généralement, elles sont composées de caféine, de théophylline, des fois, ou d'autres produits qui n'ont jamais fait leurs preuves sur les cellules de graisse. La présence de substances comme la caféine ou la théophyline, c'est la conséquence d'une expérimentation qui avait montré que les membranes des cellules de graisse, elles se brisaient quand elles baignaient dans un liquide qui contenait ces produits. Malheureusement, ce que les prétendus essais cliniques n'expliquent pas, c'est qu'il faut bien éliminer la graisse libérée quelque part. Sinon elle part dans d'autres cellules et que de surcroît ce qui se voit dans un tube à essai, ça ne correspond pas à ce qui se passe dans un corps humain. Pour les autres produits, il s'agit en général que de suppositions, donc sans démonstration. On peut donc conclure sans mauvais esprit que les crèmes n'ont aucun effet sur le tissu adipeux. Pourquoi ne pas se laisser attirer? Simplement parce qu'ils choisissent un vocabulaire très spécifique qui leur permet de faire cette publicité, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans. Par contre, il y a quand même un avantage à ces crèmes, c'est qu'elles présentent l'avantage d'un massage personnel qui permet non seulement d'assouplir la peau, mais qui a un côté psychologique, ça veut dire qu'on s'occupe de soi-même. Franchement, on peut le faire avec des crèmes qui sont moins chères que celles-là. Alors le deuxième système, c'est les massages qu'on va faire par un kinésithérapeute. Alors là, il y a un double intérêt. Il y a l'avantage du massage traditionnel qui va se coupler parfois avec cet effet massage, avec un drainage lymphatique, et donc ça peut aider à régler des problèmes veineux. Comme le but du jeu, c'est d'obtenir un meilleur aspect, même si la diminution de la graisse n'est pas très importante, il y a quand même un effet positif. Alors rien à voir par contre avec les appareils qui palpent et qui massent, dont l'efficacité est très courte par rapport à la valeur de l'investissement. Il y a des petites méthodes simples qui peuvent donner des améliorations pour limiter l'œdème autour des cellules de graisse. Vous allez voir, on monte les escaliers pour améliorer le retour veineux. On dort les jambes, légèrement en élévation. On ne reste pas trop en station assise trop longtemps. On va diminuer la consommation de sel, on va augmenter l'activité physique avec une musculation mais légère. On oublie également de dire que les vêtements trop serrés favorisent l'apparition de la cellulite. Bon, la cryothérapie, c'est un espoir ces dernières années, rapidement dissipé. En fait, outre les résultats qui sont trop légers, les incidences sont révélées beaucoup plus fréquentes que promis, avec des nécroses de la peau et des fibroses des tissus. Alors à quoi ça sert de remplacer un désagrément par un autre? Ce qu'on appelle les draineurs, très à la mode les draineurs, ils n'ont pas d'effet direct sur la cellulite, mais ils ont un effet sur l'œdème autour de la graisse. Sont en général des produits totalement sans danger, surtout quand ils sont achetés dans des conditions légales, qui contiennent en général des substances qui ont pour effet d'augmenter de façon naturelle le volume urinaire, l'excrétion urinaire, et donc l'eau. Ils présentent l'avantage aussi de pousser à boire un peu plus. Alors si on ne se ruine pas à les acheter, pourquoi pas finalement. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, commentaires, critiques, observations, suggestions de protéines, like et abonnez. Et moi je vous dis à bientôt les amis.